Bonjour, Jean-Baptiste Ménard du SDES, responsable du service SIG. Je suis accompagné par ma collègue Gwenny Niardin. Bonjour à tous. Donc, nous sommes réunis pour 3 quarts d'heure en mode webinaire, ce qui veut dire que par défaut, vos micros et vos caméras sont coupés. On a une trentaine de personnes là avec nous aujourd'hui, un petit peu plus même. Euh, donc, vous ne pourrez pas tous intervenir et poser des questions. Euh, je peux vous indiquer que cet enregistrement est enregistré. Un enregistrement vidéo vient de commencer. Et donc, sous réserve, on pourra, si techniquement on le peut, eh bien, toutes les personnes qui souhaitent visionner ou revisionner l'enregistrement le pourront, on le diffusera. Il y a dans le panneau, il y a deux panneaux dans cette interface, un panneau conversation et un panneau Q&R. Donc Q&R, question-réponse. Je vous encourage, je vous suggère d'utiliser eh bien, ce panneau Q&R pour poser vos éventuelles questions, ce qui sera plus facile pour nous, pour Gwenine et pour moi, de consulter. Voilà. Donc ben, on va tout de suite partager l'écran et on peut commencer par donner quelques informations sur contexte institutionnel. Donc, nous attendons la participation, la présence d'une personne de la DDT qui n'était pas connectée à 14h30, mais qui va probablement nous rejoindre très bientôt. Donc la DDT, elle aussi, communique sur les dispositions de la loi APER et sur l'obligation de déclarer les aides AER. Un webinaire en direction des communes seine-et-marnaises a été organisé, c'était la semaine dernière, jeudi, je crois bien. Et un autre webinaire exactement selon les mêmes modalités sera organisé jeudi cette semaine. Donc voilà, là je vois que Madame Molinari de la DDT est bien présente, enfin, en tout cas virtuellement présente. Euh, donc je vais essayer, on va essayer, Gwenine et moi, on parle sous contrôle hein, de la DDT, de ne pas dire trop de bêtises. Et puis Madame Molinari, vous aurez un temps aussi pour intervenir si vous le souhaitez tout à l'heure en fin d'événement. Peut-être ce qu'on peut rappeler juste en préambule, là l'objectif de ce webinaire, c'est d'avoir un apport très technique sur comment saisir vos zones d'accélération et comment les exporter si nécessaire. Et de vous rappeler que les échéances sont toujours fixées au 31 décembre 2023, donc d'ici même pas 15 jours. Mais qu'il y aura la possibilité ensuite de déposer vos délibérations et vos données cartographiques au fil de l'eau auprès du sous-préfet de Meaux, donc Monsieur Nicolas Honoré, sachant que pour ceux qui savent d'ores et déjà que la délibération municipale aura lieu plus tard, c'est bien de faire connaître vos échéances, votre calendrier de mise en place à Monsieur Honoré, parce que lui-même devra compiler un certain nombre d'informations pour les communiquer au comité régional de l'énergie. Et donc, ça lui permettra de grouper en fait les informations le moment voulu. Donc voilà, c'est un premier élément d'information, le rappel des calendriers. Effectivement. Alors, moi, je vais ajouter quelque chose d'important, hein. La DRIEAT a publié au mois d'octobre un guide de recommandation à l'attention des collectivités franciliennes qui prévoyait, qui recommandait la possibilité de transmission de fichiers format SIG directement au référent préfectoral désigné dans les différents départements. C'est dans cette optique-là qu'on a développé des fonctionnalités dans le portail départemental en ligne Arcopol Pro. Maintenant, bon, les choses évoluent, continuent à évoluer et continueront à évoluer. Donc, depuis cette date, depuis la publication de ce guide de la DRIEAT,
il faut quand même que je vous dise hein, qu'il existe aussi une plateforme nationale qui est le portail des énergies renouvelables, un portail national développé par l'IGN avec l'appui technique du CEREMA, qui offre des... Ça fait une semaine hein, qu'il est en place. Donc c'est vraiment Dans sa V1. dans sa version évolue. Avant, il y avait une version bêta. Voilà. Et maintenant, ce n'est plus une version bêta, c'est une version de production sur laquelle bon, bah, l'IGN, le CEREMA et les ministères entendent communiquer, qui continuera à vivre au-delà du 31 décembre. Et il vous appartient de vous inscrire en tant que commune, hein, si vous souhaitez déclarer des zones d'accélération des énergies renouvelables sur votre territoire. Il vous appartient de vous inscrire sur ce portail national et, euh, et de saisir des zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc, les choses que nous allons montrer aujourd'hui, que je vais montrer, qui concernent le portail national, le portail départemental, pardon, Arcopole Pro, vont, je préfère le dire, hein, faire en grande partie doublon avec ce que vous avez comme fonctionnalité et comme données déjà dans le portail national. Alors, vous avez la possibilité soit de saisir deux fois dans Arcopole Pro et dans le portail national, ou bien vous pouvez également importer dans le portail national, ça je ne le montrerai pas, hein, vous pouvez importer dans le portail national des fichiers SIG que vous aurez préalablement produits parce que vous aurez d'abord saisi dans Arcopole Pro, ou alors vous pouvez aussi faire ce choix que qu'on comprendra très bien, à savoir de ne pas utiliser Arcopole Pro et de faire vos déclarations de zone sur la plateforme nationale. Voilà, alors je vais prendre le lien vers le portail national et le diffuser dans le panneau euh, que l'on évoquait tout à l'heure. Euh, je pense que si je le mets le lien directement, il va être diffusé. Euh, Il faut savoir qu'il y a d'autres versions de ce portail qui sont prévues, d'autres livraisons, mais il faut un petit peu de temps. Je voyais dans les commentaires que effectivement sur la version bêta, il y avait des bugs. Euh, la version V1 est quand même plus robuste. oui, 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 je confirme. Alors, ceci étant posé, alors, il y a des communes qui ont déjà déclaré des communes adhérentes du SDES qui ont déjà déclaré des ZAER dans le portail départemental du SDES. Ces données-là ne sont pas perdues et on va trouver avec la DDT une manière intelligente de travailler pour que les communes n'aient pas à ressaisir. Alors, pour les communes qui n'ont rien déclaré jusqu'à présent et qui veulent saisir, elles peuvent utiliser ArcoPool Pro, mais par contre, il faudra quand même saisir sur le portail national. Voilà. Je voulais également vous dire qu'il existe depuis peu un tutoriel vidéo. Alors, je le montrerai peut-être à la fin. On va montrer dans le portail, on va passer à des choses concrètes. Je reviendrai sur le tutoriel vidéo tout à l'heure. Donc là, je me suis connecté à ArcoPole Pro avec mon compte, donc j'ai accès à la totalité de la Seine-et-Marne. Lorsque vous connectez, vous avez uniquement le territoire de votre commune. Dans le menu carte qui se trouve à gauche, vous avez en consultation, dans ce groupe de couches ici, production potentielle de NR, différentes entrées qui chacune concerne une filière d'énergie. Alors aujourd'hui, il y en a 5, la géothermie, les réseaux de chaleur, le solaire, l'hydroélectricité, l'éolien. Et oui, voilà, donc 5, je l'ai dit. On ajoutera prochainement d'autres filières comme la méthanisation, et puis il y a également les besoins les besoins de froid, de chaleur et de froid. Voilà. Je voudrais dire un mot de chacune de ces sources d'énergie. Et dans un deuxième moment de ce webinaire, je parlerai de la déclaration des ZAER. Mais dans l'ordre logique, on commence par consulter les potentiels des différentes énergies avant de déclarer les autres. Donc ici, la géothermie, c'est une donnée issue du BRGM, le Bureau des ressources géologiques et minières. Vous voyez ce code couleur
Lorsque le bleu est prononcé, c'est donc très fort, un potentiel très fort. Lorsque c'est un bleu un peu turquoise océan, c'est un potentiel fort. Il y a quelques zones qui ont un potentiel moyen en Seine-et-Marne, mais en général, c'est potentiel fort ou très fort. Donc ça, c'est la géothermie à 200 mètres de surface. Ça veut dire qu'il y a une nappe qui est plus ou moins importante et plus ou moins chaude, mais qui est euh, plus forte, voire nettement plus forte que ce que l'on trouve en moyenne sur le territoire national. C'est une donnée nationale qu'on a récupérée d'ailleurs du portail national IGN CEREMA. Alors, ce que vous pouvez faire en jouant sur la transparence, c'est afficher le fond de plan derrière. Donc, si par exemple je zoome un petit peu sur une commune, n'importe laquelle, on voit par transparence eh bien, le fond de plan, donc la BD topo de l'IGN. Puis si on s'approche un petit peu plus, on a aussi le cadastre labellisé DGFIP, DDFIP 77, millésimé 2023. Donc, ça permet de se rendre compte qui est propriétaire des différentes parcelles. Voilà pour la géothermie. Pour les réseaux de chaleur, alors je vais changer, je vais plutôt me mettre sur une commune urbaine, hein. Ce sera un petit peu plus parlant. Euh, donc on a dans Arcopole Pro les conduites de réseaux de chaleur existants. Donc les réseaux classés, les réseaux non classés, et on a aussi des tracés potentiels. C'est une étude menée par la FNCU, la Fédération nationale de chauffage urbain. Les conduites, c'est une donnée 2022, je crois bien, issue d'une enquête annuelle. Les tracés potentiels c'est une étude qui date de 2018, qui est basée sur une étude des consommations des bâtiments, notamment des logements, fortement consommateurs. Euh, je passe rapidement parce qu'on a aussi trois autres énergies à balayer. Si on s'intéresse maintenant à des énergies en lien avec l'électricité, pour l'hydroélectricité, donc le SDES m'a commandé en 2018 une étude euh, auprès d'un bureau d'études qui s'appelle Tenevia sur 4 bassins versants en Seine-et-Marne. Il n'y a pas la Seine, il n'y a pas la Marne, mais il y a l'Isère, il y a loin le Petit Morin et le Grand Morin. Donc, à l'issue de cette étude, eh bien, on a pu recueillir le potentiel de développement d'hydroélectricité sur les différents tronçons, les différents segments qui composent chacun de ces cours d'eau, dans chacun de ces bassins versants, et également le potentiel de mutation des ouvrages hydrauliques présents pour le développement de l'hydroélectricité. Là, vous voyez, par exemple, je regarde le potentiel de la chute du moulin, le moulin du Roi. On est sur le loin. Et on a une fiche détaillée, assez fournie hein, quand même, qui donne euh, à la fois un potentiel et une puissance en termes, donc en kilowatts, en kilowattheure par an, et puis aussi des éléments sur le classement et les enjeux de continuité écologique, euh, classement de ces ouvrages. Je poursuis sur les zones, alors le potentiel de développement de l'éolien terrestre. Alors, sur l'éolien, on a deux sources de données, une donnée nationale et une donnée départementale. Là, ce qui est à l'écran pour commencer, c'est une donnée nationale avec une donnée donc récupérée sur le portail de l'IGN Serena. Ce que vous voyez en couleur, ce sont des zones potentiellement favorables pour le développement de l'éolien au regard des vents dominants et de la régularité des vents. Lorsque la zone est fortement colorée, ça signifie qu'il y a un potentiel avec des enjeux nationaux ou locaux. A contrario, lorsqu'une zone qui est en rose pâle, ça signifie qu'il n'y a pas de potentiel. Et lorsque ça paraît en gris, en fait, c'est une zone qui est rédhibitoire à différents égards. Donc, vous ne développerez pas de projet éolien dans ces zones-là. Donc cette étude nationale, elle peut aussi se compléter par la consultation de l'étude départementale commandée par le SDESM. C'était en 2016. On retrouve un petit peu les mêmes informations, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on n'a pas représenté les zones non favorables, mais uniquement les zones favorables.
en mettant un code couleur différent selon la nature des contraintes ou des enjeux, donc des servitudes, notamment celles qui sont liées aux activités, les vols tactiques de l'armée de terre, pardon, excusez-moi, des hélicoptères. Et on peut également retourner sur l'étude nationale, CEREMA, avec les zones précisément qui constituent autant de contraintes ou d'enjeux sur le développement de l'éolien. Donc là, on voit que lorsqu'une partie du territoire de la commune est en vert, ça veut dire qu'il y a un enjeu de paysage ou de patrimoine naturel. Et puis, lorsqu'il n'y a pas de zone, donc lorsqu'on est en gris, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu, donc possibilité de développer de l'éolien sans contrainte. Alors, vous pouvez également, si vous vous intéressez au développement de l'hydroélectricité ou de l'éolien, ou du solaire également aussi, croiser avec le réseau de transport d'électricité ou de distribution d'électricité. Sur votre territoire, vous avez accès à cette donnée-là. Alors là, je suis à une échelle qui n'est pas adaptée, mais si je change d'échelle, eh bien oui, le linéaire de réseau HTA apparaît, puis ensuite le réseau BT. En rouge, c'est le réseau BT. Vous avez également le réseau de transport d'électricité sur certaines parties du territoire. Voilà, là, on voit apparaître un réseau de transport d'électricité. Alors évidemment, là, je suis placé sur une commune où il n'y a pas où il y a de trop fortes contraintes, donc il n'y aura pas de développement éolien sur cette commune-là, mais vous reproduisez le même schéma sur les autres communes. La dernière filière qui aujourd'hui est intégrée dans Arcopole Pro, que vous pouvez consulter, c'est l'électricité d'origine solaire. Et quand je dis électricité, en fait, c'est tout le développement du solaire en général, y compris le solaire thermique. Euh, donc, deux développements possibles aujourd'hui dans Arcopole Pro, le potentiel sur les parcs de stationnement, le potentiel sur les toitures. On pourra ajouter également, je pense que ce sera en début 2024 maintenant, le potentiel sur les friches industrielles et les délaissés du réseau routier. C'est une donnée qui est un petit peu plus compliquée pour nous à collecter et à traiter. Mais déjà, si on prend les potentiels au sol sur les parcs de stationnement, donc ça, c'est une donnée nationale, le CEREMA. Le CEREMA a utilisé les déclarations des propriétaires fonciers, et chaque propriétaire foncier a l'obligation de déclarer quelle proportion de la surface, enfin quel nombre de mètres carrés est dédié au stationnement sur son terrain, à partir du moment où ça représente au-delà d'un certain seuil. Donc le code couleur apparaît à l'écran. Le seuil de 1500 mètres carrés correspond à une obligation légale ou réglementaire pour les propriétaires de parking d'installer des ombrières, tout simplement. En dessous de 1500 mètres carrés, pas d'obligation de déployer des ombrières, mais malgré tout, quand même, des potentialités. Vous pouvez vérifier en cliquant sur une parcelle, oui, sur un terrain, dans le menu consultation, alors déjà, quelle est la nature de la potentialité, avec, là, on voit l'activité, hein, donc on voit qu'il s'agit de supermarché, un propriétaire privé et un stationnement qui est directement lié à l'activité. On voit également aussi que ce terrain-là est de plein pied et n'est pas déjà couvert par une ombrière, ce qui est un critère quand même important. Toujours dans le menu consultation, au moyen d'un clic, un simple clic dans la carte, vous pouvez aussi consulter, si vous aviez un doute, des informations sur le propriétaire de la parcelle. Alors, ça, c'est certains utilisateurs seulement d'Arcopole Pro, c'est ceux qui ont accès aux données complètes, y compris les données issues de la DGFiP, pardon, les données fiscales. Là, c'est une donnée à caractère personnel dans le cas général. Ici, on est sur de l'activité, un stationnement d'une zone d'activité, donc c'est une personne morale, mais vous pouvez vérifier ainsi de qui il s'agit avant de déclarer ou pas une ZLR sur cette parcelle. Et j'en viens à la dernière filière qui est le développement du solaire toiture. Donc là, il s'agit
de nouveau d'une donnée, non pas départementale, mais régionale. Et on va citer le producteur, c'est l'IPR, l'Institut Paris Région. Donc c'est une étude de 2018 sur, donc qui s'est basée sur une prise de vue aérienne de l'IGN en 2017. Les bâtiments capturés par imagerie aérienne euh, ont été tous analysés du point de vue de leur toiture, la forme du toit, l'orientation du toit, la présence d'ombrage, donc reportée, et l'irradiation moyenne annuelle par an, qui est exprimée en kilowattheure par an. Donc plus vous voyez là sur l'image, plus la toiture apparaît en foncé, plus ça veut dire qu'il y a de l'ensoleillement à l'année. Bien évidemment, c'est une moyenne à l'année. L'ensoleillement ne sera pas du tout le même au mois de juillet et au mois de décembre. On peut peut-être préciser qu'il y a une donnée aussi du potentiel solaire en toiture sur le portail national, mais qui est moins robuste que celle-là, puisque jusqu'à maintenant, alors sur la V1, je crois qu'ils n'ont pas encore eu le temps de le faire, tout ce qui était cadastre solaire fait au niveau régional était plus précis que la donnée nationale qui avait été produite sur le portail ENR national. Et sur la version bêta, les cadastres régionaux n'avaient pas pu être intégrés. Donc, cette version-là, sur Arcopole, c'est le cadastre régional, donc il est plus précis que la version nationale. Il est un petit peu plus ancien aussi, malheureusement, je pense. Mais on intégrera sous réserve, ce sera au mois de janvier, la deuxième donnée. Donc on aura, comme pour l'éolien, on aura pour le solaire en toiture, on aura deux données, la donnée régionale, étude 2018, et la donnée nationale du CEREMA. La donnée nationale du CEREMA a été construite de manière vraiment complètement différente, puisque ce n'est pas de l'imagerie qui a été utilisée, mais ce sont les fichiers fonciers, les déclarations des propriétaires. Donc là, la donnée régionale, alors c'est une donnée open data, hein, vous pouvez la retrouver sur un site grand public qui s'appelle monpotentielsolaire.com. Donc elle a l'avantage de donner la surface, non seulement la surface de toiture, mais la surface utile. On a voyé par exemple que j'ai cliqué sur un bâtiment, il y a à peu près la moitié de la surface de ce bâtiment qui n'est pas déployable en panneaux solaires. Et si on croise la surface de panneaux solaires avec l'irradiation moyenne par an, on peut en déduire la production potentielle en kilowattheures par an. Il y a une question par rapport à cette couche du solaire en toiture. Personne nous demande si ça tient compte des bâtiments de France, et il va falloir croiser avec une autre couche de données. Oui. Alors, la donnée, alors j'ai un doute sur la présence du périmètre architecte bâtiment de France au sein de la donnée. Je crois pas que ça y soit. Non, ça n'y est pas. Donc, c'est à vous de faire le croisement avec cette autre source d'information. Mais c'est une source d'information qu'on a aussi dans Arcopole Pro. Donc, ça tombe très bien, en fait. Ça apporte de l'eau à mon moulin, puisque je voulais en parler. Dans Arcopole Pro, vous avez aussi la consultation de différents périmètres qu'on a appelés environnementaux au sens large. Donc, il y a les patrimoines naturels, il y a aussi le patrimoine architectural. Patrimoine architectural, donc ce sont les sites classés inscrits et les périmètres des abords. Donc là, on peut voir, j'ai choisi exprès une zone où il n'y avait pas de périmètre, mais si on voulait développer du solaire un peu plus au nord, là, sur cette commune, on verrait qu'effectivement, on se heurterait à une contrainte plus ou moins forte des architectes et bâtiments de France. Après, ce n'est pas parce qu'un bâtiment est dans le périmètre qu'il est forcément rédhibitoire. Hein. Vous pouvez, s'il y a un véritable intérêt, vous pouvez toujours plaider votre cause auprès des ABF. On retrouve une couche équivalente dans patrimoine naturel. Là, cette fois-ci, ce sont les INIEF, les zones Natura 2000, les espaces naturels sensibles, qui eux aussi peuvent gêner certains projets de développement des ENR. Voilà, alors pour avancer, là j'ai terminé ma présentation sur la partie consultation des potentiels d'ENR.
Ça va venir, Eveline, sur les potentiels? Non, c'était juste appuyer ton propos sur la partie ABF. Effectivement, vous pouvez très bien déclarer des zones d'accélération sur des périmètres, enfin, tout en contenant un périmètre ABF. La seule chose sur laquelle ça va influer, ça ne modifiera pas l'instruction des projets qui, de toute façon, auront besoin d'un avis de l'ABF. Par contre, ça, vous devrez tenir compte de ce périmètre-là pour peut-être calculer un potentiel associé à votre zone d'accélération qui sera un petit peu moindre. C'est sûr que si vous aviez tant de surface de toiture, enfin X surface de toiture, et que vous aviez imaginé dans un ratio un peu classique, mettre 180 watts par mètre carré, il faudra nécessairement descendre ce ratio parce qu'en raison des contraintes patrimoniales, vous ne pourrez jamais couvrir l'intégralité des toitures du secteur. Et, voilà. C'est toute une question d'ajustement du potentiel estimé. J'en profite là, puisqu'on est à un moment charnière dans le webinaire, s'il y a d'autres questions également. Dans la partie questions-réponses, je ne vois pas de questions, mais peut-être qu'il y en aura tout à l'heure quand j'ai commencé à parler la déclaration des zones. LM, non, pardon, c'est un point, c'est un pouce en l'air. Oui. Et puis on a une main en l'air qui ne veut pas dire la même chose, donc je ne sais pas qui. C'est Monsieur Lien, tout à l'heure quand tu étais sur les participants. Les participants. On a une main levée donc de la part de Monsieur Ilien. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Ilien. Il y aura une séance à la fin où vous pourrez poser vos questions. Il faudrait que je puisse autoriser. Voilà. Monsieur Ilien, si vous voulez intervenir, allez-y. Allumer mon micro, ça fonctionnera Voilà. mieux. Oui, bonjour à tous. C'était juste pour apporter une précision. J'ai assisté la semaine dernière donc au même webinaire, mais par la DDT, et j'ai dit une bêtise à l'issue de cette réunion. Je ne savais pas, ou je me souvenais pas, que le portail qu'on pouvait aussi faire les déclarations des ZAER sur le portail du SDES. Je pensais qu'on on ne pouvait faire que de la consultation, comme Jean-Baptiste vient de le montrer, sur tous les potentiels éoliens, etc. Et donc voilà, j'ai dit une bêtise. Donc s'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, mais qui étaient aussi là vendredi dernier, je crois, ou jeudi, je m'en excuse, et on peut bien évidemment faire des déclarations sur le portail du SDES. Voilà, c'est tout. Après, on s'ajuste tous les uns les autres parce que c'est vrai que les informations nous arrivent au fil de l'eau. Au départ, le portail national ne permettait pas de saisir les zones d'accélération, enfin, ne permettait pas de les enregistrer facilement. C'était, voilà, en termes de facilité de manipulation, c'était moins pratique. Donc c'est pour ça qu'on avait fait le choix au niveau du syndicat de proposer quelque chose de plus facile pour les communes. Maintenant, il s'avère qu'avec la V1 qui a été livrée le 11 décembre et avec les fonctionnalités qui ont été données à ce portail-là, et puis au mot d'ordre que nous ont fait connaître les services de l'État, très clairement, le portail national doit devenir une interface privilégiée pour saisir les zones d'accélération. Donc, ce qui a déjà été fait pour notre part sur le portail départemental reste actif, mais de plus en plus, on va vous inviter à saisir sur le portail national. Très bien. Alors, je vais quand même montrer donc, cette fonctionnalité qu'on a mis en place dès le mois d'août au SDES de saisie, de déclaration des zones d'accélération des énergies renouvelables. Les zones déjà saisies, on va le voir après, peuvent être sauvegardées, peuvent être exportées, téléchargées. Donc là, je me place dans la situation de déclarer une zone d'accélération du solaire sur cette commune. Donc je dessine un périmètre. Je n'oublierai pas de vous diffuser, de parler du tutoriel vidéo tout à l'heure qui le décrit de manière pas à pas, en fait, de manière plus détaillée, plus pédagogique. Donc là, j'ai dessiné une zone et puis je peux ensuite déclarer saisir des informations avec le nom de la zone.
zone. Le nom de la commune et le département, la surface, c'est automatique, on n'a pas besoin de le remplir. On ne se trompe pas, bien sûr, sur le choix de la filière solaire photovoltaïque. Toiture. Alors, le productible, vous n'êtes pas obligé de le remplir. D'ailleurs, sur le portail national, dans la version 1, vous n'êtes pas invité à le remplir, mais ce sera très certainement rajouté dans quelques mois. Donc, on vous encourage quand même, hein, Gwenine et moi, à étudier vraiment très sérieusement quelle est la puissance et le productible espéré pour chaque zone. Parce que sinon, évidemment, c'est beaucoup moins intéressant. Ouais, moi, je me permets d'insister sur ce passage-là parce qu'effectivement, non seulement vous devez transmettre au référent préfectoral une géométrie, enfin des secteurs à privilégier, mais ce qui était attendu aussi, c'était les potentiels qui étaient estimés pour ces zones. Et pourquoi? Parce que l'objectif, toujours à terme de ces zones d'accélération, c'est d'être proposé au comité régional de l'énergie et de voir si sur la somme de l'ensemble de ces zones, on va réussir à atteindre les objectifs régionaux. Ce qui suppose que pour chaque zone, on ait estimé un potentiel. Donc si on ne calcule pas ces potentiels, à un moment, la machine ne va pas bien fonctionner, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les éléments pour analyser correctement les zones d'accélération. Le fait est que pour vous faciliter ces calculs, normalement, le CEREMA et l'IGN nous avaient annoncé des calculettes, et l'ADEME d'ailleurs aussi, des calculettes qui permettraient de saisir rapidement des potentiels types en fonction des énergies que vous auriez, des énergies et des périmètres que vous auriez saisis. Ces calculettes ne sont pas encore actives sur le portail national. Donc, nous, on n'en a pas formalisé non plus, puisque c'est toujours l'idée de ne pas être en désaccord avec ce que fournira les services de l'État, que fourniront les services de l'État. Dans cet deuxième onglet là, qui s'appelle Autres informations, on retrouve l'auteur de la déclaration, c'est automatique, c'est le code de connexion ArcoPole Pro que vous avez utilisé lorsque vous êtes connecté. Vous pouvez mettre des commentaires aussi, hein, simple test. Alors, état de la zone, active, non active. Si c'est un test, vous allez choisir pas actif. Les zones par défaut sont actives, mais vous pouvez, si vous n'êtes pas tout certain de votre saisie, vous indiquez pas actif. Et puis ensuite, vous validez. Et une fois que c'est validé, bah, c'est enregistré dans la base du SIG du SDESM. Vous pouvez le modifier et revenir hein, le lendemain ou la semaine d'après. Ou si par exemple vous avez des informations sur le productible ou la puissance, bah, vous pouvez les ajouter a posteriori. Hein, comme là. On peut toujours modifier une fiche. Et en cas d'erreur, oui, enfin, en cas d'erreur, vous pouvez aussi supprimer un objet avec qui se spawn en forme de couleur. Une zone et après une confirmation, vous avez la possibilité de supprimer l'objet qui a été saisi avec une erreur. Je ne vais pas le faire. Je vais montrer une dernière chose. Après, on passera aux questions-réponses. Il y aura une avant-dernière chose. Donc, on peut également, dans ArcoPole Pro, exporter le résultat de cette sélection, enfin, faire une sélection dans un premier temps, puis ensuite l'exporter. Donc, je vais aller chercher dans la liste déroulante, qui est par ordre alphabétique, les zones d'accélération de la production. Je choisis la zone et après, je peux l'exporter donc, en différents formats, dont des formats SIG comme le shapefile, aussi MapInfo et KMZ. Ce sont trois formats SIG qui sont compatibles avec QGIS. Le guide publié en octobre par la DRIEAT recommandait des formats compatibles avec le logiciel SIG QGIS. Par contre, vous ne pourrez pas les importer directement sur la plateforme nationale, puisque sur la plateforme nationale, c'est un autre fichier, un autre format SIG qui s'appelle GeoJSON. Donc, ça supposera une étape intermédiaire de transformation. Au niveau des tutoriels vidéo, donc on a réalisé, le service SIG du SDESM a réalisé récemment un tutoriel vidéo sur la déclaration des zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Donc on peut y accéder de cette manière-là, en tapant avec des mots-clés. Je suis presque. Peut-être en tapant ZAENR, on va y arriver. C'est celui-ci.
Voilà, donc il y a ma voix qui vous guide. Il fait 30 minutes et puis on défile. On retrouve les principales fonctionnalités et données que j'ai montrées tout à l'heure, mais en plus détaillées, hein, on va dire. Tapez tutoriel, ESDES, MSIG, ZAENR dans YouTube et vous tombez dessus assez rapidement, assez facilement. Oui, donc pour dire, j'avais prévu également de vous dire ou de vous rappeler l'accès au portail départemental Arcopole Pro du SDES n'est soumis à conventionnement. Donc sur le site internet du SDES, dans la rubrique Nos missions, vous avez un lien vers la page qui contient la convention cadre SIG. Elle est gratuite dans ses fonctionnalités de base. Et lorsque vous renvoyez votre convention, je peux ainsi vous créer un ou même plusieurs comptes d'accès. Je propose, je pense qu'il est temps maintenant de passer à des questions, et à des réponses. Donc, Il y en a sur. Il y a déjà une question sur quel est l'outil pour le calcul. En fait, alors, dans le panneau QR, je ne vois pas de questions. non, que en partie conversation. C'est dans la partie conversation. Il n'y a pas d'outil pour le calcul, effectivement, ni sur le portail national, ni sur le portail Arcopole Pro. Après, il existe quelques ratios de conversion pour le solaire, mais typiquement, pour du solaire au sol, on a l'habitude de prendre 1 hectare égale 1 mégawatt crête. Ça peut être des petits outils comme ça, des petits ratios de conversion, mais ce sera nécessairement pas le même pour du solaire en toiture ou sur du solaire sur ombrière. Donc là-dessus, nous, on préfère que les calculettes fournies par l'État soient publiées et partir sur les calculettes et les ratios qui sont fournis par l'État. Il existe des ratios dans les fiches ADEME. Vous savez, l'ADEME a publié au mois de juillet des fiches thématiques sur chaque énergie renouvelable. Maintenant, c'est pas des ratios. Enfin, ils sont disponibles, mais la calculette prévue par les services de l'État sera plus précise. On a une question tout à l'heure. Une personne voulait avoir l'accès au portail national des énergies renouvelables. Je l'ai donné tout à l'heure en début de session et Madame Molinari de la DDT l'a redonné. Donc, voilà. Effectivement, comme Madame Molinari le souligne, il y a la nécessité de créer un compte. Donc, il faut attendre que votre demande soit prise en compte, soit validée pour que vous puissiez saisir quoi que ce soit. Alors, le tuto me demande de mettre en HTTP le lien vers le tuto. Alors, je pense que est-ce que je l'ai toujours? Oui, je l'ai. Effectivement, c'est encore plus simple comme ça. Et il y a une main levée de M. Laurent. Ah, il y a Nelly qui l'a connu aussi. Merci, Nelly. Alors, M. Laurent, par contre, je pense qu'il faut qu'on lui libère le micro si. Monsieur Aran demande, pouvez-vous mettre ici le lien HTTP de votre tuto sur YouTube? D'accord. Mais il avait aussi levé la main. Je souhaitais répondre à certaines questions posées par écrit. Les continuités écologiques, ce sont les données, les fiches, les couches d'informations issues du SRCE, le schéma régional des cohérences écologiques. Donc, ce sont les trames vertes et bleues, en fait, hein, pour le dire différemment. Donc, ils peuvent aussi être des contraintes à prendre en compte pour le développement de projets ENR. Alors, il y a quelques commentaires sur le calendrier de la réglementation, donc on ne dira pas, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, les outils pour le calcul. Et puis donc, j'ai une question aussi, pas possible de mettre au moins 1 mégawattheure crête à moins de 1 mégawattheure crête. 1 mégawatt crête. 1 mégawatt crête, pardon, excusez-moi. En fait, là, pour l'instant, on saisit ce qu'on veut dans les zones de potentiel estimé. Donc, si, il est possible de mettre moins d'1 mégawatt crête,
Et si c'était par rapport au ratio que je donnais sur le solaire au sol, qui était autour de 1 hectare égale 1 mégawatt crête, si vous estimez que voilà, la surface utile du périmètre que vous allez considérer comme pour mettre du solaire au sol, si votre surface utile est moindre que cet hectare-là, oui, bien sûr, vous pouvez saisir moins d'1 mégawatt crête. Après, de toute façon, les zones d'accélération ne préjugent pas de la faisabilité des projets. C'est juste des intentions politiques pour matérialiser les lieux les plus favorables selon la commune pour le développement des énergies renouvelables. Ça ne veut pas dire que le développeur aura assurément une rentabilité économique sur telle zone ou telle autre. Et ça ne m'empêche pas en fait d'avoir des études de faisabilité pour développer l'énergie à cet endroit. Monsieur Aron, je vous autorise je vais vous ouvrir le micro. Si vous souhaitez développer, bonjour. commenter, poser des questions Oui, complémentaires. bonjour, merci pour la réponse. Oui, en fait, parce qu'on a plusieurs petites micro-zones, en fait, on n'a pas des grandes zones. Et effectivement, dans votre outil, il n'est possible que de mettre une valeur entière et l'ordre de mesure est le mégawatt. Donc, par exemple, quand on prend, je sais pas moi, plusieurs habitations ou une mairie ou une école, on n'aura jamais 1 mégawatt, hein, 300 kilos, mais voilà. Non. Mais de toute façon, ces zones-là, l'idée, ce n'est pas de les saisir toiture par toiture. L'idée, c'est d'avoir des zones qui sont plus vastes que ça. Dans le guide régional, c'est d'ailleurs bien dit qu'on doit éviter les confettis. Donc l'idée n'est pas d'avoir des zones par bâtiment, mais bien plutôt à l'échelle d'un bâti urbain, enfin, d'un centre-bourg. Et dans ces cas-là, vous considérez un certain nombre de mètres carrés de la zone. Vous savez que vous n'aurez peut-être qu'une toiture sur 10 qui, dans les 5 ans, parce que je rappelle que les zones d'accélération sont censées être réfléchies pour les 5 années à venir. Donc, dans les 5 ans, vous n'aurez peut-être qu'une toiture sur 10 dans cette zone-là qui sera équipée d'un toit solaire. Donc, vous calculez, vous imaginez le ratio en fonction de ça. Pour vous donner un autre ratio en toiture, typiquement, on est en général autour de 180 watts par mètre carré. Mais ça suppose de connaître des mètres carrés de toiture. Donc là, quand vous allez saisir une zone plus large, ne considérez pas que tous les mètres carrés de votre zone sont des mètres carrés de toiture. Enfin, voilà, il y a toujours un petit ratio dégressif à appliquer à chaque fois. Très bien, merci. Et juste une information, nous, on a des grandes toitures là, de bâtiments dans des zones industrielles, mais bon, on a déjà interrogé les personnes, les toitures ne sont plus ou pas dimensionnées au niveau des résistances des matériaux. Donc c'est un peu dommage d'avoir ce projet que maintenant, sachant que bon, sur des nouvelles constructions, il n'a pas été prévu le poids de à peu près 12 kg au mètre carré pour l'installation de panneaux solaires. Voilà, c'est juste une information. Oui, alors après, la réglementation fait qu'en cas de réhabilitation lourde de ces bâtiments, ils devront prévoir de pouvoir intégrer une solarisation. Donc après, ça va être dans leur plan de maintenance du bâtiment ou de rénovation du bâtiment, il faudra qu'ils l'intègrent. Je reviens au panneau de conversation. Il n'y a pas de nouvelles questions. Et je peux juste donner un complément encore sur les bâtiments industriels. Normalement, la réglementation avec la loi APER a été renforcée et tous les bâtiments, quel que soit leur usage, que ce soit à caractère industriel, commercial, bâtiment scolaire, hôpital, s'ils font plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol, auront l'obligation d'être solarisés à horizon, alors je vérifie, janvier 2028. Donc, dès lors qu'on fait plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol. Voilà. C'est partie des nouveautés de la réglementation. Alors, sans doute qu'il y aura des régimes dérogatoires, mais pour l'instant, l'objectif, c'est ça. Très bien. Eh bien, écoutez, alors, il y a une autre question qui vient d'arriver. Doit-on faire une enquête publique en parallèle? En parallèle de qui? En parallèle de la concertation? En fait, l'enquête publique est un dispositif de concertation. Alors, l'obligation qui vous est faite sur les zones d'accélération, c'est d'organiser une consultation du public.
avant de valider vos zones d'accélération par délibération municipale. Donc, vous avez normalement 6 mois pour élaborer vos zones d'accélération et dans ces 6 mois, faire une consultation du public. Quand je dis 6 mois, c'est parce que dans la réglementation, c'était à partir du moment où l'État avait livré la version bêta du portail. Donc, on était au mois de mai, on avait 6 mois pour élaborer les cartes, enfin, les zones. La consultation du public, il n'y a aucune modalité particulière qui était imposée. Donc, ça peut être sous la forme d'une enquête publique, qui est une forme de consultation publique, mais ça peut être aussi, je pense en particulier pour les plus petites communes, des choses plus simples d'accès, comme une réunion publique ou une mise en ligne des documents avec la possibilité pour les administrés de connaître les dates de mise à disposition et de pouvoir aussi laisser des commentaires. Et ce qui est important, vraiment important dans cette partie consultation du public, c'est de faire un bilan de cette concertation. Vous devez idéalement annexer à vos délibérations le bilan de votre concertation pour dire que ces zones d'accélération, vous les avez bien mises à disposition du public pendant telle période, pendant X semaines. Essayez au minimum que ce soit 2 semaines. La juriste qu'on avait reçue le 14 septembre, vous avez dit plutôt 3 semaines. Voilà. Préciser dans ce bilan de la concertation comment vous avez pris en compte les remarques qui ont été faites par les administrés. Soit ça peut être des remarques pour en voir du plus, c'est-à-dire dans vos zones d'accélération, moi je suis entrepreneur et vous n'avez pas intégré mon bâtiment industriel et j'aimerais faire des projets sur mon bâtiment. Donc là, dans ces cas-là, c'est plutôt des commentaires pour rajouter des choses. Ou sinon, ça peut être des commentaires plutôt pour enlever, limiter des périmètres. Et dans ces cas-là, de toute façon, vous devez justifier comment vous avez pris en compte ces éléments. Et tant qu'on est sur les délibérations, j'en profite pour citer un point que nous qu'avait pointé la DDT avec nous la semaine dernière. La délibération que vous prendrez pour vos zones d'accélération, vous devez la communiquer au contrôle de légalité sous le logiciel ACT. C'est important. Et dans cette délibération, on doit avoir en annexe les PDF des différentes zones d'accélération que vous avez saisies, que vous avez matérialisées. Et en plus de cette formalité, on va dire sous acte, il faut aussi communiquer les fichiers SIG au travers de la saisie soit sur le portail national, soit pour celles qui l'ont déjà fait sur Arcopole, et nous on verra comment transférer les fichiers SIG au référent préfectoral. Et puis pour celles qui ont déjà délibéré et qui n'avaient pas encore le portail à disposition, il faut voir comment envoyer les fichiers cartographiques aussi au référent préfectoral. Ça, je laisse plutôt Lisa Molinari voir ça avec vous. Puisque le temps est bientôt écoulé, moi je voudrais rappeler une prochaine échéance importante. C'est jeudi prochain, le matin. En tout cas, c'est ce qui nous a été annoncé il y a peu de temps. Un nouveau webinaire organisé par la DDT en direction des communes seine-et-marnaises sur les prochaines échéances réglementaires et le fonctionnement de la déclaration, avec vraiment cette fois-ci axé sur le portail national. Peut-être que Mme Molinari. Est-ce que vous voulez intervenir, Madame Molinari? Pas une obligation du tout, hein. Alors, je vous ouvre le micro et est-ce que ça marche? Oui, vous m'entendez? Oui, voilà, je vous entends, oui, on vous entend. Oui, bonjour. J'ai pas grand-chose à rajouter. Vous avez déjà bien résumé la situation. Effectivement, jeudi, on donne un webinaire sur un petit peu à l'image du webinaire que vous venez de donner, mais sur le portail national qui vient donc de sortir donc la semaine dernière. Donc c'est pour ça que le webinaire, on peut le donner que à cette période. On a donné un premier webinaire jeudi dernier et donc là, on donne le deuxième webinaire sur le même principe, donc jeudi à 10h. Pour s'inscrire au webinaire, je vois les questions dans le chat. On a envoyé un mail aux communes. Est-ce que éventuellement je peux peut-être, pour les personnes qui n'auraient pas reçu, peut-être donner le lien dans le chat?
On a des questions, effectivement, c'est quasiment mot pour mot les mêmes, hein. Comment s'inscrire au webinaire de jeudi? Allez-y, si vous. Enfin, je ne sais pas si c'est techniquement possible et si c'est souhaitable aussi, mais Ouais, je ne je vous sais pas privez où, pas, hein. Vous pouvez aussi mettre le lien si vous voulez. je vais regarder comment ça se présente. Et puis, on prendra une dernière question après. C'est une question en interne par notre collègue. Il y a aussi M. Hilien qui souhaitait intervenir de nouveau. Alors voilà, attendez. Bah ça, c'est Monsieur Aran. Voilà, Monsieur Aran a mis dans le chat le lien pour, Je suis en train de copier la même chose. Donc, pour le webinaire de jeudi. Et vous pouvez d'ores et déjà donc, accéder au webinaire, pas au webinaire, pardon, au portail cartographique avec le lien que Oui, je l'ai montré tout à l'heure, je l'ai diffusé. Vous l'avez diffusé aussi, je crois. Oui, exactement. Oui, et faire d'ores et déjà créer votre compte et autrement pour toutes les procédures, on expliquera tout ça jeudi. Donc, une demande d'intervention, ce sera vraiment les deux dernières. Monsieur Hilien, vous souhaitiez intervenir de nouveau. Je viens de vous ouvrir le micro. Oui, c'était juste par rapport pour la DDT, au webinaire de jeudi dernier, on nous avait dit qu'on aurait ce qui a été projeté pendant la séance, pendant la session, qu'on les aurait soit jeudi après-midi ou on nous avait dit au plus tard vendredi. Moi, personnellement, je n'ai rien reçu, donc je ne sais pas si ça a été envoyé ou si les adresses mail étaient bien enregistrées. Je voulais juste avoir une information là-dessus. Oui, c'est prévu effectivement, il me semble qu'on avait dit jeudi ou vendredi. On va finalement attendre de donner le deuxième webinaire, comme ça nous fera faire qu'un seul envoi groupé. Donc vous les aurez jeudi après-midi, normalement, dernier délai. Parfait, merci. Nelly, tu souhaites intervenir? Il faut libérer ton micro, Nelly, non? Tu as l'autorisation? Ah oui. Bonjour à tous. Donc, Nelly Noubicier, chef de projet énergie renouvelable au sein du service énergie comme Gwenin. Ce n'était pas pour une question, c'était plutôt pour apporter un complément, une information pour certains ou un rappel pour d'autres qui serait d'utilité peut-être pour la phase après, une fois qu'on a identifié ces zones d'accélération, notamment de chaleur renouvelable, c'est de rappeler que le SDESM est porteur et anime le contrat chaleur renouvelable, qui est un dispositif qui permet d'accompagner les études et les investissements en termes de chaleur renouvelable, donc solaire, thermique, bois énergie, géothermie, réseau de chaleur. Donc si vous avez un projet, une intention de projet, ayez ça à l'esprit et n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je vais mettre mes coordonnées là tout de suite, voilà, pour peaufiner votre projet. À savoir aussi, c'est un dispositif qui s'adresse à tout porteur de projet, sauf particulier. Donc, n'hésitez pas à le communiquer aux entreprises de votre territoire, artisans, bailleurs, promoteurs immobiliers. Voilà, c'était tout pour ma part. Merci Nelly. N'hésite pas à utiliser le chat, enfin le panneau conversation. Et on te laisse un petit peu écrire. Et puis là, on a un petit peu débordé. Voilà, vous avez les coordonnées de Nelly, le téléphone, le courriel. Bien, il nous reste à vous remercier pour votre attention. Le service SIG, le service énergie reste disponible pour toute question complémentaire, y compris pendant la période des congés scolaires qui s'approchent à grands pas. Donc, pour ceux qui ne reviendraient pas vers nous, eh bien, personnellement, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Également, bonne fête de fin d'année. Au revoir.